Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Intégrer son projet professionnel à son projet de vie et non l'inverse, c'est la clé. Marina Bourgeois en est convaincue. Elle est la fondatrice du cabinet Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence en transition de carrière, repositionnement et épuisement professionnel. Marina est également auteure des livres Trouver sa voie et Burnout, le comprendre et en sortir. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina accompagne au quotidien avec son équipe des femmes et des hommes en questionnement et ou en épuisement professionnel souhaitant bâtir la carrière et plus largement la vie qui leur ressemble. Que ce soit avec un atelier de 3 heures, trouver son ikigai ou encore construire son projet de vie idéal et ou avec des accompagnements de 3 mois, bilan de carrière, bilan de compétences, épuisement professionnel ou reconversion entrepreneuriale, Oser rêver sa carrière saura vous accompagner dans votre processus de reconversion, peu importe où vous en êtes, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et vous avez besoin de soutien, vous avez vécu un burn-out, découvrez tous les accompagnements possibles d'Oser rêver sa carrière sur www.oser-rêver-sa-carrière.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Charlotte Muller. Après avoir été avocate en droit international, Charlotte a importé le fertility yoga en France avec sa méthode Charlotte Muller après avoir expérimenté personnellement des échecs de FIV. Avec une famille internationale, c'est une évidence pour Charlotte de devenir avocate en droit international. Après avoir étudié à Columbia et NYU à New York, Charlotte travaille dans un cabinet anglo-saxon à Paris. Elle se spécialise en arbitrage d'investissement et travaille pour des multinationales sur des litiges à des millions d'euros. Charlotte travaille ensuite côté client chez Total et Airbus. Très stressée à cette époque, Charlotte a des problèmes hormonaux et surtout, elle n'a plus ses règles alors qu'elle n'a même pas 30 ans. Elle fait des examens plus poussés et découvre qu'elle est atteinte de SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et qu'elle va avoir du mal à avoir des enfants naturellement. Charlotte découvre alors aux États-Unis le fertility yoga et décide de changer de vie. Charlotte est aujourd'hui maman d'une petite fille. Aujourd'hui, Charlotte a créé la méthode Charlotte Muller, une méthode de fertility yoga. La méthode Charlotte Muller, c'est une méthode globale avec un studio au 9 rue Chaptal à Paris dans le 9e arrondissement et un studio en ligne. Ce sont surtout des cours de yoga différents à pratiquer en fonction de son cycle menstruel. Plus globalement, ce sont des cours de yoga, des massages, de la méditation, du pilate et de la barre. Alors avec Charlotte, on a évoqué sa carrière d'avocate, ses études de droit à New York, son passage par la case start-up à Station F, son parcours du combattant pour mettre un nom sur sa maladie hormonale, comment elle a réussi à avoir un enfant grâce au fertility yoga, son studio à Paris et la nouveauté 2024 avec des tapis de yoga infrarouges à ondes longues. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charlotte. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter peut-être aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas accès à la version filmée? Donc, si tu peux nous dire ton âge, où tu habites, si tu as des enfants et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas accès à la version filmée, je suis Charlotte Muller, j'ai 38 ans et je suis prof de yoga et coach sportif. Et aujourd'hui, on est dans mon studio à Paris 9e, pas très loin de la rue des Martyrs. Et pour ceux donc qui voient pas le studio, c'est un studio qui est dans un bâtiment assez historique que j'ai voulu très doux, très enveloppant, très poudré. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'image autour de nous et qui est dédié aux femmes. Voilà.
Oui, alors ton studio, peut-être pour en parler tout de suite, il est au 9 rue Chaptal dans le 9e. Je mettrai tous les liens pour les auditeurs qui voudraient prendre des cours au studio ou en ligne. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Tu faisais un métier un peu plus conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter quelles études tu avais faites et puis ton premier métier? Moi, j'ai fait un double cursus de droit franco-américain. Je pense que c'est ce qui m'a tenue malgré parfois la durée et le côté aride des études, c'est que cette dualité droit français, droit anglais, voire ce trio droit américain, en tout cas droit français et droit anglo-saxon. Dès la première année de fac, c'est quelque chose que je désirais vraiment. J'avais fait une école bilingue et ça me donnait une perspective d'ouverture. Je suis quelqu'un qui est assez libre. J'aime bien voyager, j'aime bien donner de la perspective internationale à ce que je fais. Et donc droit franco-américain pendant 5 ans et double cursus, donc double master à l'étranger, la Sorbonne, Columbia et puis NYU à l'université de Singapour. Donc je suis un pur produit international. Et alors, ça te vient d'où? T'as de la famille internationale? Ouais, alors ma mère m'a mise dans une école bilingue dès que j'étais gamine, donc moi je savais pas que Blanche-Neige s'appelait Blanche-Neige, je pensais qu'elle s'appelait Snow White, la pauvre dame. Et donc oui, j'ai fait partie d'un cursus bilingue et effectivement ma famille était à New York, donc au début quand je me suis installée à New York, je faisais le commute entre la banlieue où il y a beaucoup de Français à New York et Westchester et la fac de droit là-bas. Alors, comment t'as choisi finalement d'être avocate à Paris plutôt qu'à New York? Alors, ça s'est pas fait naturellement d'un coup, de façon très évidente. Effectivement, j'ai surtout voulu faire du droit international qui était du droit international à la fin du droit international public, mais j'ai un profil très privatiste. Donc ça, c'est pour les techniciens du droit. On a Mais beaucoup voilà. d'auditeurs qui sont des avocats, donc ils sauront de quoi tu parles. Voilà, donc j'ai fait du droit des AF et ensuite du droit international pour faire de l'arbitrage. Et pas ma passion, c'était pas l'arbitrage commercial, c'était vraiment l'arbitrage d'investissement devant la Banque mondiale. Mais in fine, t'as quand même une partie qui est très privatiste, parce que c'est souvent des gros groupes multinationaux qui font des investissements qui perdent de leur valeur et qui vont devant la Banque mondiale. Et donc j'ai choisi de faire ça parce qu'encore une fois j'avais cette dimension internationale, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je me voyais pas du tout, tu vois, faire du droit de la famille en France ou des beaux commerciaux. C'était vraiment pas ma passion. J'avais un besoin d'ailleurs. Et pourquoi de l'arbitrage? Bon, cette dimension internationale et puis je trouve ça très très sympa en tout cas moi je trouve ça très stimulant intellectuellement d'arriver ex post sur des contentieux et de résoudre le problème. Alors ça c'est la version un peu idéalisée de la chose, mais en tout cas de voir comment le problème avait pu se créer, exister et quels sont je fonctionne de la même façon aujourd'hui. Toujours, quelles sont les lessons learned? Comment tu trouves une solution? Qu'est-ce que tu peux arriver à apporter? Et donc 2 ans d'arbitrage d'investissement et ensuite 5 ans en direction juridique. J'ai la chance d'être allée bosser pour mon client qui avait un arbitrage devant la Banque mondiale et donc 3 ans à la défense pour faire rêver et 2 ans dans une autre multinationale du CAC 40, mais toujours très industrie. Et donc oui, donc tu étais avocate à Paris, donc tu as commencé dans des cabinets anglo-saxons. Comment tu as choisi de travailler plutôt à Paris qu'à New York? Est-ce que la question s'est posée ou c'était évident pour toi? Alors en fait, j'avais tout. Tu sais comment ça se passe, hein. Tu bookes, tu verrouilles tes stages de fin d'études 2 ans à l'avance. Donc moi, j'avais déjà mon line-up White & Case, Freshfield, et j'avais un contrat parce que je sais plus quelle personne j'avais rencontrée en Asie quand j'avais fait 1 an à Singapour, mais qui travaillait au Moyen-Orient. Et donc, j'avais un contrat qui m'attendait déjà avant même que je commence vraiment ma dernière année à Columbia. Et donc, je savais qu'après, en fait, je rentrais ni à Paris, ni je n'allais rester à New York, mais je partais au Moyen-Orient. Donc, je rentrais de Columbia pour faire White & Case Freshfield. J'avais déjà 1 an de bouquet devant moi et j'avais déjà ma première collab qui m'attendait au Moyen-Orient, ce qui était ma spécialité et ce qui est pour ça que j'ai été recrutée par une grosse boîte en direction juridique derrière, c'est que j'avais cette expérience-là Afrique, Moyen-Orient. Donc tu avais de la carrière toute tracée un peu, hein, que depuis le plus jeune âge, tu avais tout fait pour avoir la carrière de rêve en arbitrage. Comment ça s'est passé alors? Tu as eu la désillusion un peu au fur et à mesure? Comment ça s'est passé pour toi le cheminement? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très, très sensible aux relations humaines et peut-être un peu en avance sur ce qu'on voit aujourd'hui être le momentum du féminin. Mais moi, j'avais vraiment pas de rôle modèle
dans ces cabinets anglo-saxons sur un équilibre de vie personnel et professionnel, sur la place de la femme, parce qu'on la connaît toute, la caricature de ta je sais pas combien de collaboratrices, mais au final, dans les associés, t'en as très très peu des partenaires qui sont des femmes. L'arbitrage, c'est quand même un milieu extrêmement exigeant. Et donc, moi, j'avais voilà, l'expérience que j'ai eue en CAB, c'est soit on me disait que le Women's Initiative, il fallait être prêt à vendre tes enfants et à laisser tomber n'importe quel soccer game pour aller faire du business, et qu'on espérait bien que t'aies mis tes gamins dans le bon club de soccer ou de whatever pour faire du network. On les connaît, hein, ces histoires de salles de sport où tu tombes par hasard sur la bonne personne pour cultiver ton network. Ou inversement, autre cabinet. Alors là, il y avait vraiment pas de perspective pour les femmes, et enfin voilà, c'était des coucheries en interne qui moi ne me faisaient absolument pas rêver. Donc si tu veux, la place de la femme était déjà assez problématique. Et je pense que parce que j'ai eu une éducation assez équilibrée, si tu veux, j'ai un rapport à l'argent qui est totalement décomplexé. Et on me fait pas rêver en me disant alors tu vas bosser 70 heures cette semaine, mais alors attention, par rapport aux autres jeunes gens de ton âge, tu gagnes tant. Oui, alors en fait, il y a un moment où physiquement le corps n'en peut plus, et c'est pas l'argent qui était ma motivation. Et encore une fois, comme je viens d'un cursus très privatiste, c'était vraiment un désir de faire de l'arbitrage international. C'était vraiment quelque chose c'était mon besoin d'ailleurs, c'était mon ouverture. Donc je le faisais pas parce que c'est concrètement un des départements qui gagne le plus en CAB. Et comment tu avais choisi de faire du droit? Est-ce que tes parents sont dans le droit? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Un carré, c'est un carré. Un rond, c'est un rond. Et quand je comprends pas les choses, je te le dis une fois, deux fois, trois fois, je comprends pas. Enfin, tu vois, c'est assez basique avec moi. Et je pense que mes parents ont identifié ça assez vite. C'est la lucidité des parents. Maintenant, moi-même, je suis mère, et je vois que ma fille a pas du tout le même modus operandi que moi, que c'est une vraie artiste, et que mon côté carré, c'est carré, rond, c'est rond. Ça lui parle pas du tout, elle. Donc je pense que mes parents avaient bien identifié ça, et très vite, alors un peu caricaturalement, m'avaient dit j'ai entendu toute mon enfance, Charlotte sera soit médecin, soit avocat. Bon, t'avais un peu de reproduction sociale, mais c'était vraiment ce plaisir que j'ai à résoudre des problèmes. Tu me donnes un problème, j'aime bien te le décortiquer, te le qualifier et te restructurer ça. Donc droit, ça me parlait plus. Puis cette envie d'international, une fois que j'étais admise en double cursus droit français anglo-américain, c'était tout tracé. Et alors, pour revenir sur la place des femmes, comment tu l'as vécu quand tu étais aux États-Unis? Parce que on avait eu comme ça une ancienne avocate qui nous avait raconté que aux États-Unis, c'était encore pire parce que les partenaires femmes coachaient un peu les collaboratrices en leur disant même si vous êtes fatiguée, il faut sortir le soir, il faut que vous trouviez un mari, des enfants, enfin, assez étrange justement. Toi, comment tu l'as vécu quand tu as étudié là-bas? Est-ce que tu as trouvé que c'était pire? Comment tu l'as vécu un peu justement la place des femmes aux États-Unis? Alors, moi, j'ai fait deux facs qui ont l'air d'être assez similaires et assez proches géographiquement comme ça, quand j'ai fait NYU et Columbia. Mais c'est deux facs qui, en termes d'identité, en termes de positionnement, en termes d'aspiration et de recherche académique, sont très très différentes. Même si elles sont très bonnes en international les deux, t'as une fac qui est très libérale, qui est NYU et qui est, on va dire, ce qui pourrait être considéré, tu vois, comme de gauche, très très public, alors que toutes les facs sont privées, mais vraiment très très public, même si par ailleurs elle est connue pour être très bonne en droit fiscal, mais en l'occurrence sur le droit international public, c'est une très bonne fac publiciste. Et à côté, j'ai fait Columbia, qui est une Ivy League, donc j'ai fait Columbia l'année suivante, et là tu sentais totalement la différence de motivation à être à Columbia. Tu sentais des enfants dont les parents avaient fait Columbia, qui avaient un certain entitlement. Je suis désolée pour le franglais, mais c'est la réalité. Là-bas, c'est la caricature des WASP, selon moi, à l'époque, il y a 15 ans maintenant, où des gamins de 23, 25 ans, tu vois, avaient un sens de l'acquis et du dû qui moi, me choquait énormément arrivant de NYU et ayant toujours ce besoin de liberté et de regarder les choses et de faire mes choix en conscience et librement. Et donc, j'étais très choquée par cette attitude. Peut-être parce que je suis très crédule, je sais pas. Mais donc des profils très très différents. Et donc la place de la femme, ça venait aussi, enfin la construction que je me suis faite de l'image de la femme en CAB, ça venait aussi de ces cultures très différentes. Je côtoyais pas les mêmes personnes, donc les mêmes futurs avocats à NYU qu'à Columbia. Et une fois que j'ai fini les deux facs, les
personnes s'adressaient à moi de façon différente en fonction parce que tu sais comment c'est, on va chercher les affinités, on a fait la même fac, c'est un petit peu, tu rentres dans des cases. Et les gens s'adressaient pas à moi de la même façon ou appréhendaient pas la question justement du féminin de la même façon, selon que si c'était des personnes qui étaient très libérales de NYU ou si c'était très traditionnaliste, version Columbia. Donc ça, c'était assez marrant, c'était un peu schizophrène. Donc, tu as été avocate en cabinet d'avocat et en entreprise pendant 7 ans à peu près. Comment tu as eu le déclic de te dire, bon, cette fois, c'est la goutte d'eau? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai jamais été une passionnée du droit. Ça a toujours été une facilité. Ça a toujours été un désir. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'envie et pas au besoin. Encore une fois, si j'avais besoin d'avoir un certain statut social ou besoin d'une certaine projection de moi quant à mon salaire, je serais restée en cabinet d'avocat. Mais le parcours, 2 ans en arbitrage, c'est très clairement, ça m'a fait comprendre que humainement, le cabinet d'avocat, c'est en tout cas en arbitrage, c'était pas pour moi. J'ai besoin de beaucoup plus de rondeur, de rapports qui sont beaucoup plus évidemment humains. On les connaît tous, les histoires de il faut annuler tes vacances last minute. T'avais tes gamins qui étaient, pour certaines, ont déjà toute leur vie de famille. D'autres se sont séparés entre-temps. Enfin, t'as tes gamins dont les vacances sont prévues, il faut annuler les vacances de tes enfants. Enfin, tout ça, ça devient... Enfin, pour moi, humainement, c'est pas possible. Et je comprends que voilà, ça peut exister, business first, il faut traiter le client en priorité, mais tout ça, c'était vraiment irréconciliable avec ma conception d'un équilibre vie perso, vie pro. Et c'est pas que je manque d'ambition, parce que je pense que quand on voit mon CV et quand on voit ce que j'ai été capable de faire, et donc on en parlera du studio de yoga et de ma pratique, je suis pas quelqu'un qui manque d'ambition, mais en tout cas, c'est pas au détriment de mes valeurs humaines. Donc au bout de 2 ans, j'ai dit ok, basta, stop. Puis j'avais aussi la chance de pouvoir aller chez mon client et passer de Total en direction juridique et à continuer de travailler sur Total contre l'Argentine in-house. Donc ça, c'était absolument fantastique. C'était le meilleur des mondes. C'est une très belle sentence. Enfin, voilà. Donc c'était un job super épanouissant. Et une fois arrivé chez Total, ce qui s'est passé, c'est que la pyramide des âges au juridique, le parcours, c'est souvent tu fais entre 5 à 7 ans en cab, et puis tu changes pour la direction juridique plus tard, au moment où on commence à te parler soit du partnership track, soit on te dit c'est la voie de garage, il va falloir trouver une solution, mais ça fonctionnera pas, ça sera pas chez nous. Et moi très vite j'ai fait le shift, et surtout parce que j'avais ce dossier où je trouvais que historiquement, je pouvais pas louper l'opportunité de finir et de voir la sentence de ce dossier d'un prisme interne in-house. Et avec la pyramide des âges en direction juridique, je me suis retrouvée à être la plus jeune et à avoir les ambitions de ma jeunesse quand même. À avoir les ambitions de ma jeunesse sur un rythme de travail qui était totalement différent. Alors là, on n'avait plus du tout la même productivité. Alors je ne veux pas du tout dénigrer la fonction de juriste, mais la rythmique, la dynamique est différente parce qu'on considère que tes clients, c'est des clients internes et que tu es là en soutien du business. Donc ceux qui aiment le terme business partner, ils le verront comme ça, ils facilitent le business. Moi, c'était un tout petit peu différent parce que j'avais quand même un prisme qui était contentieux, grand contentieux. Donc j'étais plus le gentil pompier au milieu des pyromanes. Et encore une fois, ça m'allait parce que je suis quelqu'un qui aime bien résoudre les problèmes. C'était dans la veine de mon âge, tu vois, j'avais tout juste 30 ans, j'avais encore un tempérament très très fort et ça m'allait d'être sur des dossiers où il fallait être assez belliqueuse et dans la revendication pour pouvoir faire passer tes messages et tes exigences. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, c'était pas l'énergie que j'avais envie de cultiver. Alors j'aurais pu changer de département, certes, mais j'avais aussi envie de changer de direction juridique. C'est au moment où De Margerie est décédé. Et au moment où on a eu donc un nouveau CEO Pouyanné qui a été nommé, la fonction juridique a été rétrogradée. On n'est pas obligé de le voir comme ça, mais moi je l'ai vraiment vécu comme ça. On était plusieurs à le voir comme ça en interne. La fonction juridique a été rétrogradée en dessous de la finance. Ce qui veut dire beaucoup, et c'est ce qui change quand ton CEO, c'est quelqu'un qui est pur business versus quelqu'un qui est pur métier et qui est un ingénieur, et qui considère que t'es plus vraiment business partner, t'es vraiment fonction support. Et donc ça, je voyais pas, je voyais la pyramide des âges et les possibilités d'évolution en interne. Et puis très clairement, c'est une boîte où on te dit que si t'es profil HP, au potentiel, on va te sortir du juridique parce qu'on veut te mettre sur du business. Moi, j'aimais encore bien mon activité, tu vois, j'avais pas envie de tout de suite quitter le droit. Et donc, je suis partie de Total, où j'ai eu la chance de, dès que mon arbitrage s'est terminé, pouvoir faire plein d'énergies nouvelles et renouvelables. Ils avaient acheté SunPower, ils avaient fait cette acquisition externe. Donc,
C'était vraiment à la croisée des chemins, plein de nouvelles opportunités, créer des business, expliquer à des gens que non, on met pas des rôtisseries dans des stations-service, qui a un petit peu de risque quand même. Donc on peut faire des bises, voilà, avec plein d'intervenants et équiper l'Afrique en panneaux solaires, mais c'est en revanche un peu plus compliqué de mettre des poulets et des friteuses dans les stations-service. Donc vraiment très proche du business, mais néanmoins il y avait quelque chose qui me manquait, c'était une vision stratégique pour la fonction, avec une fonction qui soit pas en dessous de la finance. Et donc j'ai été approchée par Airbus, donc c'était voilà, c'était une filiale défense où il y avait une grosse dimension internationale et une équipe très internationale. Et ça me plaisait vraiment beaucoup. Plutôt que, tu vois, d'avoir quelque chose qui était très centralisé, où tu as le headquarter chez Total qui est très très fort, et puis après en filiale, tu es quand même un peu pauvre en juriste. Là, tu avais vraiment des entités nationales qui étaient très fortes, un general counsel qui était étranger, qui n'était pas franco-français. Donc ça m'a vraiment parlé. Et le but, c'était de rendre la fonction beaucoup plus business partner. Donc moi, ce que j'adore faire des ponts, j'adore créer des opportunités, j'adore mettre en place des nouveaux systèmes aussi. Encore une fois, enfin tu vois, c'est toujours une question de comment tu fais ton travail, comment tu facilites la chose, comment tu décortiques les problèmes, tu les requalifies et tu les remets dans les bonnes cases. Et donc ça a duré presque 2 ans. Et en fait, au bout d'un moment, avec toujours le prisme grand contentieux, avec le prisme arbitrage, avec le prisme dès qu'il faut aller taper sur la table, c'est Charlotte qu'on va envoyer grogner. Et au bout d'un moment, j'étais fatiguée de grogner, tu vois, j'avais plus du tout envie. Et je me souviens avoir dit, en fait, si je reste dans le juridique, ça va vraiment tuer ma créativité. J'avais besoin de quelque chose de plus léger. Et la phrase que je t'ai dite, être un gentil pompier au milieu des pyromanes, c'était un sentiment qui était de plus en plus présent. Que j'étais vraiment juste là pour baquer des choses. Encore une fois, j'avais choisi mon métier, c'était l'industrie, c'était là où tu pouvais faire des grands contentieux assez intéressants, mais tu te retrouvais vraiment avec des enjeux et des problématiques lourdes. Ça peut être stimulant pendant un temps, puis il y a un moment où tu aspires à d'autres choses, et moi c'est au moment où j'ai eu tous mes problèmes hormonaux, et c'est ce qui a été le déclic. C'est pas tant l'épuisement, je pense que j'aurais pu continuer 5 ans en direction juridique, c'est que à titre perso, il m'arrivait beaucoup de choses, et j'ai choisi de faire passer le perso sur le pro, en me disant, enfin, voilà, t'as un bon bagage, t'as une bonne expérience, tu rebondiras toujours. Et tu penses que t'as peut-être eu aussi ces problèmes hormonaux parce que tu avais trop de décalage entre qui t'étais et ce que tu devais être au travail? Alors, avec une lecture qui serait autre, je te dirais que aujourd'hui, je sais que le stress exacerbe les dérèglements hormonaux. Maintenant, moi, j'en ai un, il est génétique. Il est peut-être exacerbé par le stress, mais encore une fois, ce que moi, ma gynécologue me dit quand je reviens du Moyen-Orient pour aller bosser chez Total, c'est vous êtes stressé? Et je dis bah non, je suis pas stressée. Enfin, je passe d'un rythme de cab à un rythme de direction juridique. Enfin, je peux pas être stressée. Franchement, ça va. En revanche, ce que je ne comprenais pas et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le stress, c'est pas qu'un stress professionnel, c'est environnemental. C'est effectivement une déconnexion entre ta nature profonde. Peut-être que tu aimes vivre à la campagne et qu'en fait le rythme citadin te correspond pas du tout. Donc ça, c'est un stress pour ton corps. Moi, je suis une très grande sportive. Vraiment, enfin, j'ai couru des semi-marathons toute ma vie. J'adore ça. J'ai fait le championnat de France de basket. Donc ça en dit beaucoup aussi puisque c'est un sport d'équipe. Ça en dit beaucoup sur ma personnalité. Moi, je fonctionne au sein d'une équipe. Je suis pas un solo player. Mon but ultime, c'était pas de devenir partenaire, c'était vraiment de travailler au sein d'une équipe. Et surtout, en ayant fait le championnat de France, j'ai vraiment une structuration mentale où le mental est très très fort au détriment du corps. C'est-à-dire que tu pousses. Et j'avais pas conscience d'avoir poussé la machine. Et quand mon médecin de l'époque me dit tu es stressée, je dis bah non, je suis pas stressée parce que je fais tellement de sport que tout me glisse dessus. Et en fait, 10 ans plus tard, bon bah maintenant, je pense que le message passe bien, ou en tout cas, j'espère que tes auditeurs l'auront déjà entendu, et si c'est pas le cas, qu'ils se le noteront. Le sport est un stress comme les autres. Il y a des théories d'entraînement du corps où on te dit que la séance va être stressante. Et donc, tu mets un choc au corps. Et donc, trop de sport, c'est aussi un gros stress. Et donc ça, clairement, j'étais dans cette zone de trop de sport, crée un stress et exacerbe, en plus de mon stress professionnel, l'état de déséquilibre hormonal que j'avais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc, tu as eu des problèmes de fertilité à ce moment-là? Un peu comment toute ta démarche s'est faite? Ouais, mais comme une jeune fille un peu normale, j'ai envie de te dire, j'avais pris la pilule pendant 10 ans, de 17 à peu près, 16-17 à 27-28 ans.
Et quand je rentre en direction juridique, j'arrête la pilule en me disant, en plus, je reviens de l'étranger. Donc, tu vas, quand t'es à l'étranger, t'as un système de santé qui est un peu différent. Donc, je pense que les Français qui ont fait des allers-retours à l'étranger le savent, tu récupères ton ordonnance en France. Quand tu passes en France, tu récupères toute ta valise de médoc pour être un peu plus sûr de toi sur les trucs où tu as besoin de vraiment ta reco de ton médecin français. Et puis, avec le système de santé étranger, bon, c'est un peu plus bancal qu'en France, ou en tout cas, c'est un peu moins all-inclusive. Et parfois, tu as le droit d'aller consulter que certains médecins. Donc moi, j'étais bien que sereine quand je rentrais en France. Et donc je me dis, bon, ça fait quand même 10 ans que je prends des pilules. Concrètement, ça ne fonctionne pas. Tu vois, je me souviens, fac de droit à Columbia, manquer 3 jours de cours à Columbia, ce qui est monstrueux parce que tu as genre entre 100 et 200 pages de readings par cours où il faut que tu aies lu des encyclopédies entières. Donc quand tu manques 3 jours, mais c'est la cata. Parce que j'arrivais pas à sortir de chez moi, où j'avais des migraines, où j'avais besoin d'être dans le noir. Et clairement, enfin, tu vois, j'avais le foie qui supportait pas la pilule. J'avais des migraines terribles. Enfin bref, ça allait pas hormonalement. Et donc, je me suis dit, ça fait 10 ans, enfin, c'est aussi sain parfois de faire des breaks et d'arrêter. Et là, quand j'ai arrêté, mes règles sont pas revenues. Ça peut arriver, mais ça reste pas pendant 6 mois, un an et demi. Et donc, quand je reviens en France et que justement, j'ai ma mutuelle du CAC 40, super couvrante, je me dis, je vais aller me prendre, tu vois, une médecin de quartier, ça va être cool, tout est pris en charge, je me pose pas trop la question, je vais à la facilité. Avec cette sérénité on est en France, tous les médecins se valent. C'était pas le cas. Et au bout d'un an où elle en avait vraiment rien à faire, que j'ai pas mes règles, je disais, je suis pas stressée, je vous assure que je suis pas stressée. Enfin, je cours, je fais des runnings, j'ai le temps pour moi, j'ai une vie fantastique, je suis pas stressée. Donc elle me disait, on se revoit encore dans 6 mois, donc 1 an et demi plus tard, tu vas sans mes règles. Je me dis, il y a quand même quelque chose. Elle s'en soucie pas, donc moi je vais m'en soucier, je vais aller voir le plus grand ponte de l'infertilité, savoir si j'ai un problème ou pas. Et comme ça, c'est réglé, tu vois. Peut-être que je passe pour une folle auprès d'un grand ponte qui voit que des cas hyper compliqués. Et puis au moins, j'ai ma réponse. Et t'avais quel âge à ce moment-là, du coup? J'avais 29 ans. Ah ouais, donc jeune, hein, quand même. Hein. Oui, mais quand t'as pas tes règles pendant 1 an et demi, quand même, tu te poses la question. Enfin, et encore une fois, c'était il y a 10 ans. Donc, c'était il y a 10 ans. Le momentum du féminin où on parle de tout, des règles douloureuses, des cycles, des hormones, c'est aujourd'hui. Il y a 10 ans, on parlait de rien, rien, rien. Et en plus, la presse digitale était très pauvre. C'est-à-dire que après, j'ai un diagnostic qui tombe, j'ai un dérèglement hormonal. Le nom du dérèglement hormonal, c'est un acronyme de 4 lettres, SOPK en français, PCOS en anglais. Bon, tu googles le truc à l'époque, encore une fois, il y a 10 ans, il y avait un pauvre article de Marie-Claire, et je vais surtout pas dire du mal de Marie-Claire, parce que depuis, elles ont écrit énormément sur moi, donc c'est en plus, c'est un média dont j'adore leur orientation, très féminin, très intello, donc j'aime beaucoup. Mais il y avait un pauvre article qui disait, allez, SOPK, on vit très bien avec, il n'y a pas de problème. Un petit souci quand même. J'ai des boutons, donc j'ai de l'acné, j'ai pas mes règles, j'ai des douleurs dans le ventre, dans les seins. Il y a rien qui va. Donc, non, il y a quand même un petit sujet. Et donc, je vais voir ce grand spécialiste de l'infertilité. Il me dit, vous avez ce SOPK, mais alors en 2 secondes. Hein. Vraiment. Donc, j'avais été pendant 1 an en errance médicale. Tu peux donner peut-être le nom de ce médecin, si tu veux bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, je suis allée voir le docteur Claude Debache, qui est avenue Montaigne et qui, à l'époque, était le directeur de la clinique de la Muette. Donc, c'était le directeur médical. Et si tu veux, moi, c'est un truc où un peu en nerd, tu me dis que c'est le directeur médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, j'avais fait mes petites recherches. Ça veut dire que c'est celui qui fait la veille scientifique et qui va lire toutes les revues scientifiques et médicales et abonder de savoir son équipe médicale. Donc, c'est lui qui dit, voilà, ils ont publié ceci dans telle revue scientifique, ils ont publié cela, il s'avère que tel traitement a peut-être tel effet sur les hormones, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est un grand spécialiste des FIV et de l'infertilité, donc des fécondations in vitro. Et donc, il m'explique que si mon dérèglement hormonal s'améliore pas, il sera probable que j'ai besoin de faire des fécondations in vitro plus tard quand je voudrais des enfants. Et donc, là, je te déroule des années et des années de vie en 3 minutes, mais des années plus tard, j'ai voulu faire des fécondations in vitro qui se sont mal passées. Je réagis très mal au traitement parce que mon corps n'est pas habitué aux hormones. Et en fait, comme j'ai pris la pilule 10 ans, c'était masqué, mais mon corps produit pas les hormones qu'il faut naturellement. Et donc, je réagissais très, très mal. J'ai eu une très grosse complication, une hémorragie interne. J'ai été hospitalisée. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, tu vois, moi qui suis extrêmement déterminée, très ambitieuse, grosse go-getteuse, c'est vraiment, je suis la définition du go-getting. Je suis pas capable, donc déjà, c'était très difficile. Constat d'échec parce que je suis moins fertile qu'une autre. Et surtout, je suis pas capable de refaire le traitement. Ça m'a traumatisée, j'y arriverai pas. C'est une douleur, l'hémorragie interne, mais comme,
Je peux pas te décrire. Enfin, ma césarienne à côté, c'était un parcours de santé. Et la maladie hormonale que tu as, c'est lié à... les deux sont liés. Je demande pour les auditrices qui peut-être, tu vois, se disent, est-ce que moi aussi j'ai des problèmes de fertilité? C'était quoi la maladie hormonale que tu avais? Ouais, SOPK, c'est un acronyme qui veut dire syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est pas une maladie où tu vas avoir un traitement qui va te trouver une solution. C'est un syndrome. Donc, tu as un faisceau, c'est pour le vocabulaire qui parle, un faisceau de symptômes qui peut te laisser penser que tu as... aujourd'hui, on parle plus d'ovaires micro ou multifolliculaires. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de petits follicules dans tes ovaires, mais qu'on sait pas, parce que au moment où on te fait l'échographie, on voit tes ovaires et on sait pas s'il y a plein de petits follicules parce que en gros, ton corps, il a déconné ce cycle-ci et il en a pas produit un dominant et il n'est pas en train d'en mener un à l'ovulation, ou est-ce que, en fait, systématiquement, tous les mois, tous les cycles, il se passe ce qui devrait se passer et donc t'as pas une ovulation dominante. Donc en fait, aujourd'hui, on fait un peu plus attention à la façon dont on formule le diagnostic pour pas inquiéter les femmes en leur disant c'est pas nécessairement SOPK, c'est peut-être un petit dérèglement hormonal passager, notamment quand la pilule s'arrête. Donc ça, c'était peut-être ce que cette gynécologue de quartier, un peu babse-cool, essayait de me dire sans bien le traduire. Et donc ce gynécologue-là m'a dit bon, on a fait plein de prises de sang, il monitorait mes dosages hormonaux à plein de moments du cycle. Il disait bon bah voilà, vous devriez être là, vous êtes totalement en dessous, il se passe rien, votre corps produit pas les hormones qu'il faut, et donc c'est aussi pour ça que j'avais pas mes règles. Ce qui, je dois dire, avant de prendre la pilule, quand j'étais une jeune fille à 16, 17 ans, tu vois, à 15 ans, quand j'avais pas mes règles tout un été, je trouvais ça fantastique. Enfin, c'est génial, c'est la vie, tu vois, t'as aucune inquiétude. Bon, ça arrive de manière intempestive, mais c'est quand même très confortable. Bon, après, t'apprends que c'est pas normal. T'avais des problèmes de fertilité dans ta famille ou pas du tout? Pas vraiment, les cycles irréguliers, oui, mais pas vraiment problème de fertilité. Enfin, ma mère, elle m'a eu mon frère et moi naturellement. Enfin, tu vois, c'était pas à ce point-là. Alors que moi, j'avais pas mes règles, donc c'était vraiment. Après, c'est pas la même époque, ouais. Non, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est 10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, on entend énormément parler des perturbateurs endocriniens. Tout le monde te dira le moins de plastique possible, le moins de synthétique possible. Si vous pouvez, c'est tout bête, hein, mais aérer la maison tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as des microfibres, dit plus basiquement, une couverture polaire, c'est du plastique. Des vêtements techniques de sport, c'est du plastique. Et tout ce qui est en synthétique et qui s'accumule au quotidien, la colle dans les meubles qui sont du mélaminé et qui est pas du bois massif. Ça, c'est un perturbateur endocrinien, retardateur de flamme dans les matériaux synthétiques pour pas que ça prenne feu. Tout ça, en fait, ça vient perturber tes hormones. Et donc, savoir d'où ça vient, est-ce que c'est à un moment, ma mère a été exposée à ces perturbateurs-là quand elle était enceinte de moi? Est-ce que c'est moi qui ai développé une sensibilité particulière? Est-ce que c'est mon rythme de toc-toc? Parce qu'on a, c'est avec une copine entrepreneur qu'on s'appelle comme ça, on appelle ça les toc-toc de boulot. Est-ce que c'est moi avec le rythme que je me suis imposé à l'adolescence et plus particulièrement à la puberté, parce que quand tu perturbes l'équilibre hormonal d'une jeune femme à la puberté, et ben en fait ça a un impact pour le reste de sa vie. Moi à ce moment-là, je faisais le championnat de France de basket, je faisais du cardio comme une maboule. Le cardio c'est très mauvais pour l'équilibre hormonal féminin, et on le sait. Tu vois par exemple les grandes gymnastes n'ont pas leurs règles, les grandes athlètes, et donc est-ce que, enfin tu vois. D'où ça vient, on ne sait pas, mais globalement, on me dit, bon, bah voilà, vous avez un dérèglement hormonal, le vôtre, étant donné les prises de sang, il est quand même bien ancré, il est bien costaud, donc c'est probablement génétique, ça se remettra pas tout seul. Je fais mes fécondations in vitro qui se passent très très mal, donc tout ça, c'est des années et des années, hein. Très mal. Je me dis, je fais un constat d'échec qui est, ok, je suis pas capable, j'y arrive pas, et surtout psychologiquement, c'est peut-être la première fois où j'ai pas la force. Et donc, il va falloir que je trouve une solution, parce qu'il y a un moment, soit j'abandonne toute idée de maternité. Je suis pas du tout pessimiste, je suis dangereusement optimiste comme personne. Je suis plutôt du genre à me dire tout est possible, ça ira. Mais là, je me dis en tout cas moi, j'y arriverai pas. J'ai pas la force mentale, j'ai pas la force physique, c'est très douloureux une hémorragie. Et je veux pas revivre ça, je suis pas capable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, encore une fois, tu vois le modus operandi basique, tu vois, t'as un problème, on va le décortiquer en morceaux, on va trouver une solution. Et en fait, je fais ce que je sais faire, je cherche une solution. Donc j'étais toujours juriste à l'époque, et donc je cherche pas dans les revues juridiques, justement dans les revues scientifiques. Donc c'est un mode de publication qui est un peu différent, c'est des études qui sont pas, c'est pas la même chose que des revues juridiques où t'as quand même la liberté de penser et l'opinion de l'auteur qui est très marquée en fonction de son orientation. Là, une revue scientifique, on a pris un groupe de tant de personnes, on les a soumises exactement aux mêmes conditions.
avec un nombre de facteurs qui sont déterminés pour pouvoir en tirer des conclusions pour tout le monde avec des statistiques très claires. Et donc, moi qui ai ce profil, tu vois, américaine, à Ivy League, je trouve une étude qui a été publiée par la fac de médecine d'Harvard. Alors là, ça me parle. C'est bien carré, c'est publié par la bonne fac, super, super. Sur l'impact du yoga sur la fertilité, moi, je me dis pourquoi ce yoga-là, ça fonctionne et pas le mien, parce que moi, je pratiquais déjà du yoga, c'était hyper complémentaire de mon running, ça manquerait bien. Bon, je me rends compte que eux, c'était vraiment dans l'étude, c'était un yoga tout doux qui était fait en rythme avec le cycle féminin, plus intense après tes règles. Moi, j'ai pas mes règles, donc c'est un peu compliqué, et plus doux à l'approche de tes règles. Donc en fait, tu suis ta cyclicité et ton niveau d'énergie. Et au lieu d'être sur un taux de réussite des fécondations in vitro qui est à 20-25%, l'étude montait jusqu'à 55% de grossesse. Je me dis, ok, le yoga, c'est, pour pas dire miraculeux, parce qu'on n'aime pas ce mot, mais c'est quand même très impactant. Donc j'essaie de comprendre pourquoi, l'impact sur le système nerveux, l'hormone de stress, cortisol, qui vient pas que quand tu es stressé par ton boulot, mais qui vient par exemple quand tu es stressé quand tu fais trop de running, parce que c'est un stress pour ton corps, le sport trop intense. Alors, je sais pas si tu en as beaucoup. Je crois que toi, tu m'avais dit que, je sais pas si tu étais une aficionada de l'indoor cycling. Ah non, pas moi. Non, pas toi. Non, non. Tu vois, ça pour moi, c'est l'ennemi public numéro un. Tu vois, quand on a commencé, tu m'as dit disclaimer, et pour moi, je trouve qu'il devrait y avoir écrit à l'entrée de ces salles d'indoor cycling, parce que j'ai lu énormément d'études scientifiques depuis, une femme sur deux, après un cours qui va être le vôtre à 180-190 de ppm pendant ce cours, va développer un dérèglement hormonal. Aujourd'hui, tu as des études qui montrent que 50% des femmes, ça a été mené sur quasiment 10 000 femmes. C'est pas un petit truc pour une crème hydratante à 20 personnes. C'est vraiment une grosse étude scientifique menée sur une décennie entre les US et le nord de l'Europe. 50% des femmes qui font plus de 2 heures de cardio ont des dérèglements hormonaux. Donc, tu as 50% de femmes chez qui ça fait rien, et d'autres, ça sera pas le truc énorme comme moi, pas de règles, mais ça va avoir un impact. Je pense aussi que peut-être les personnes qui sont attirées par ça sont déjà des personnes qui sont assez stressées parce que si tu as besoin, tu vois, d'avoir cette intensité au sport, c'est déjà que c'est pas Bien sûr. forcément. Et c'est exactement ce que je leur dis. C'est exactement ce que je leur dis. Pas plus tard que ce week-end, j'étais en train de, tu vois, de prêcher ma foi dans un dîner où l'une venait d'être nommée partner dans un cabinet anglo-saxon. Enfin voilà. Et je leur disais, en fait, posez-vous la question, hein, pourquoi vous avez besoin de monter très très haut comme ça pour évacuer? Peut-être que c'est en amont que le travail doit se faire. Mais bon, elles me disent qu'elles vont pas arrêter de bosser. Et donc c'est comme ça que je découvre le fertility yoga. Et donc là, comment ça se passe? Donc tu te formes directement Alors, moi j'ai un frère qui m'a beaucoup aidé dans tout mon développement personnel parce qu'il est l'exact opposé de moi. C'est quelqu'un qui a pas besoin d'être en intensité. C'est quelqu'un qui, alors c'est pas qu'il est pas ambitieux parce que il l'est, mais c'est quelqu'un qui est tout en mesure, tout va bien. Il y a pas besoin que tout soit toujours super speed et hyper intense. Et donc il est ingénieur informaticien. Et moi, ma passion, c'était le yoga depuis des années. Enfin, j'en faisais, mais j'en faisais en complément de ma course, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, c'était bien meilleur pour ma santé que ce running et ce cardio intense. Et donc, je faisais déjà du yoga. Mon frère était ingé, et donc on se dit bon, moi, j'en ai plus que ras-le-bol de l'entreprise. Néanmoins, ce qui était cool, c'est qu'en ayant bossé dans une boîte qui n'était pas que industrielle comme Total, quand tu es dans une filiale d'Airbus, tu vois aussi des contrats qui sont très tech. Donc ça, c'était cool. Et j'avais pu voir vraiment des specs techniques, des choses compliquées, des annexes très, très techniques sur les contrats que je draftais. Et donc, ça m'avait aidé à me dire, ah, en fait, finalement, ma passion, c'est pas l'industrie lourde. Et puis aussi, de nouveau, pyramide des âges. C'est qu'à chaque fois, j'arrivais et j'étais parmi les plus jeunes. Donc, quand c'est des trucs où il faut aller parler, c'est un peu dit vulgairement, mais aller parler à des techos, ça t'aide d'avoir une appétence pour le sujet. Et moi, enfin, tous les week-ends, je vois mon frère, je l'adore, et donc, évidemment, j'avais beaucoup de sujets de tech en discussion. Et donc, on s'est dit, ok, on va lancer une petite start-up de yoga, et donc pas du tout orientée fertility yoga. Tu vois, une start-up de yoga. On est, je saurais plus te dire l'année parce que maintenant ça fait un moment, mais en tout cas, c'était le tout début de Station F, et on est incubé tout de suite à Station F dans le programme de Xavier Niel, le Founders Programme. Et il faut que toutes les semaines, tu montes des KPI, toutes les semaines, il faut que tu montes tes indicateurs de performance. Et nous, c'était la rançon de l'échec. Il y avait rien qui allait. Et en plus, toutes les autres startups étaient vachement en avance par rapport à nous. Tu vois, nous, on était vraiment avec une pauvre bêta qui était, enfin, tu vois, qui coûtait cher quand même. Il y avait rien qui allait. C'était pas le bon produit, c'était pas les bonnes specs techniques, c'était pas la bonne taille
de marcher, c'était pas la bonne équipe, il y avait rien qui allait, mais c'était hyper structurant. Et tu vois, enfin, je te dis, moi, je suis dangereusement optimiste. Tu me dis qu'il y avait rien qui allait, c'est pas très grave. Il y a toujours, on peut toujours améliorer une toute petite chose. Mais bon, les toutes petites choses à améliorer toutes les semaines, c'était pas assez efficace. Et donc, toutes les semaines, on appelait ça des guildes. Donc ça, c'est un mot de nerd de jeux vidéo, mais c'était des groupes où on échangeait sur nos indicateurs et on considère que, je sais pas si c'est 80 ou 90% le chiffre, mais des problématiques qu'une start-up rencontre, une autre start-up l'a déjà rencontrée et saura te répondre. Et donc, toutes les semaines, on voit que bon, il y a manifestement un problème, ça fonctionne pas, notre petite start-up de mise en relation de profs de yoga. C'est au moment où Instagram explose, donc chaque prof devient en plus sa propre identité. Quand tu suis un peu l'écosystème du bien-être, il y a des gros acteurs qui ont mis la clé sous la porte depuis et qui t'expliquent que au début, les concurrents du yoga, c'était un club med gym, c'était des salles de sport qui avant historiquement n'avaient que les tapis de course et les machines pour lever de la fonte et qui se mettaient à faire des cours collectifs, dont le yoga. Mais que très rapidement, au fur et à mesure des années et Covid, en fait, le concurrent du studio de yoga, c'est même plus la salle de sport. C'est le prof de yoga lui-même qui, avec son aura, avec son encore plus avec Covid et les plateformes digitales, avec leur identité propre, vont amener des gens à eux qui vont pas nécessairement aller vers des cours co et qui pratiqueront même plus en ligne. Oui, ça s'est personnifié en fait. Exactement. Et donc tout ça, je te balaye des années très rapidement, mais dès le début, ça fonctionnait pas. Hyper intéressant, c'est qu'on a quand même la chance d'être dans un pays incroyable en France. Et moi, comme je suis une boulimique de savoir, je me forme au code parce que j'avais un droit à la formation. Alors aujourd'hui, on entend parler beaucoup du CPF. À l'époque, ça s'appelait le fonds GESIF. Et donc, je suis formée pendant qu'on a notre start-up par le fonds GESIF. Je deviens salariée du fonds GESIF. Ils m'apprennent à coder pendant 3-4 mois et c'était génial pour comprendre notre plateforme de mise en relation, tu vois. Bon, de toute façon, elle fonctionnait pas la plateforme, mais au moins j'apprends à coder. Et effectivement, tu vois, ce que j'avais eu comme première appétence chez Airbus pour ces specs techniques de contrat, comprendre notre produit, comprendre aussi quelque chose que moi, en tant qu'avocate et juriste, j'ai pas eu à décortiquer. C'est un peu vulgarité crasse comme ça, mais c'est d'où vient l'argent et quel est vraiment le modèle économique. C'est-à-dire où sont les leviers de performance et comment t'améliores ta rentabilité. Et donc aujourd'hui, quand je regarde des business ou des gens dans leur com qui font rêver, je me dis ok, mais en fait, où est l'argent, où est le levier et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et tu vois, on en revient toujours à ce que je te décrivais. Moi, je crois que j'avais pas une passion pour le droit, j'avais une passion pour le fait de décortiquer les choses, comprendre où ça fonctionnait bien, et c'est ce que je fais au studio. Les clientes, elles nous disent mais c'est incroyable, les cours ils sont très différents de ce qu'on a l'habitude d'expérimenter dans d'autres salles, et c'est vrai que moi j'ai quand même reformé mes profs ici pour qu'ils enseignent de la façon dont moi j'enseignais, parce que j'ai enseigné 2 ans en fac de droit. Alors on appelle ça proprioceptif pour le corps, mais qui est la base d'un chargé de TD. Moi, ma plus grande victoire, c'était quand j'avais quelqu'un qui était un peu borderline, 8-9 de moyenne, et que je le faisais terminer à 11-12, tu vois. Parce que celui qui est déjà naturellement à 12-13, si t'es bien et que tu le pousses et que tu vois que t'as le potentiel d'un cheval de course et que tu l'emmènes à 15-16, c'est génial, t'es contente, mais il avait déjà validé. Alors que celui chez qui t'as créé t'as amené un peu de lumière et t'as potentialisé son évolution, ça, je trouve ça super. Et donc ici, on enseigne les cours comme ça, en faisant comprendre aux femmes qu'en fait, il y a structurellement une différence entre le ventre de la femme et le ventre de l'homme. Il y a une différence entre les hormones de la femme et les hormones de l'homme, et que les cours doivent pas être de la même intensité, parce que chez la femme, tu vas créer un dérèglement hormonal. Tu peux le créer pour 50% des personnes. Tu vois, c'est les petits disclaimers, les étoiles partout. Et comment ça se passe alors? T'as des cours à sélectionner en fonction de ton cycle? Ouais, on recommande ça, mais après, bon, voilà, on n'est pas de la police des règles, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je le dis, c'est-à-dire que quand j'ai 2 cours qui sont assez durs, et je leur dis là, si vous êtes à l'approche de vos règles, clairement, le cours, il va être dur, il va vous fatiguer, vous allez en avoir marre, vous allez me maudire, peut-être qu'on se reverra pas. Alors que si vous le faites à un autre moment de votre cycle, il va passer crème, vous allez sortir, vous allez avoir l'impression que vous êtes une déesse, il vous a mis de bonne humeur, et tout ça, c'est l'alchimie des hormones. C'est tout ce que ça impacte dans votre quotidien, dans la force des muscles, c'est très clair, vous n'avez pas la même force. Et surtout, quand vous êtes une femme qui est menstruée,
Si vous avez des règles qui sont pas des règles de pilule, parce que les règles de pilule sont quand même moins douloureuses que les règles naturelles, parce que c'est pas des règles, vraiment, c'est des saignements en réalité. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi pour ça que c'est moins douloureux. Mais si t'es pas sur un contraceptif, ou parfois avec un stérilet, ça peut même rendre tes règles plus douloureuses. Mais en l'occurrence, avant tes règles, tu as toujours une hormone qui s'appelle des prostaglandines et qui vont te faire cramper le ventre. Et en fait, c'est la dernière des bonnes idées de te dire, je vais aller chercher un cours d'intensité vite, vite, vite. Je vais placer mon dernier cours un peu vénère avant de plus pouvoir parce que vraiment, au moment de mes règles, j'y arriverai pas. En fait, placer ce dernier cours un peu vénère, un peu rude, où physiquement ton corps et ton esprit aussi, parce que tu es chargé de progestérone, donc ton mental, on appelle toutes des SPM un peu intenses, mais il y en a certaines chez qui les émotions, ça va pas du tout avant les règles. Elles sont plus sensibles, elles réagissent plus vite, tout part au quart de tour. Elles ont aussi moins de force et je vais leur dire, en fait, c'est pas le bon moment de faire le cours parce que vous allez pas en ressentir le même kiff. Et le but, c'est quand même que la vie, elle soit douce et agréable. Donc, on décortique ça. Ça aussi, on leur explique. On leur explique, voilà ton cycle féminin, voilà les règles, voilà la partie qui suit, qui s'appelle la partie folliculaire, voilà l'ovulation, pic d'œstrogène, voilà la seconde après, partie de phase lutéale, où l'hormone dominante, c'est la progestérone qui va te gonfler le ventre, qui en fait, c'est pas toi qui as des ballonnements, c'est juste que ton transit, il est ralenti par la progestérone. La progestérone, ça impacte ton mental. Et donc, fais un cours où tu vas avoir l'impression d'être une championne du monde à ce moment-là. Ce sera beaucoup mieux pour toi, pour ton mental, pour ton physique, plutôt que de faire un truc qui passe pas et qui est contre-productif. Donc, le fertility yoga, oui, il est comme ces autres cours, et c'était le premier cours que j'ai commencé à enseigner, qui était en rythme avec le cycle. Et puis après, il s'est passé un truc, tu vois, on se refait pas, c'est que je me suis épluché le code du sport, parce qu'il y a une disposition qui te permet, si tu es coach sportif, de faire que tes cours soient remboursés sur prescription médicale. Et donc, il fallait repasser un diplôme, enfin une suite de diplômes. Et moi, comme j'ai beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, syndrome de l'intestin irritable, tu vois, juste mal au ventre, qui sont pas bien, et ben je voulais qu'elles puissent venir à ces cours sur prescription. Et puis ce qui s'est passé, c'est que depuis Covid, comme personne n'allait bien pendant les confinements successifs, ils ont élargi ce dispositif à surpoids et dépression. Donc autant te dire que tout le monde peut avoir du sport sur ordonnance. Ah oui, c'est un peu comme des séances de kiné en fait. On peut demander. C'est une autre ligne de ta mutuelle. C'est pas la Sécu qui rembourse, c'est ta mutuelle, et c'est vraiment une autre ligne, et ça fait pas partie de ton pack bien-être. Et donc voilà, on se refait pas. Moi, j'ai pas passé que diplôme de prof de yoga. Je suis allée refaire des formations pour être sûre que ces dispositions-là, elles soient applicables aux enseignements ici. Alors aujourd'hui, la méthode Charlotte Muller, donc c'est une méthode globale, hein, puisque tu fais du yoga, des massages, méditation, pilates, barre. Alors, la question qu'on se pose toutes, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toi, tu as réussi à avoir des enfants? Est-ce que parmi tes clientes, elles ont réussi à avoir des enfants? Ouais, alors tu vois, dans ma rançon de l'échec à Station F, il y avait une chose qui se dessinait très clairement, c'est que les filles, enfin le personae, on appelle ça comme ça en business, la cliente type, elle avait vraiment, aux alentours de mon âge, elle avait entre 30, 35 ans, jeune quarantaine. Elle travaillait beaucoup trop, enfin le rythme des Parisiens, quoi. Et elle était over méga stressée. Et il y avait un trait fond de, on essaye de se faire du bien parce qu'on sait que si on va mal, le sujet familial va pas aller, la maternité ça va pas aller. Et elles essayaient quand même pour beaucoup de tomber enceinte. Alors moi je suis pas du tout égocentrique et parano, j'ai encore moins le temps. Donc je me suis pas dit, oh c'est moi, je les attire, tu vois, j'ai un fluide avec mon SOPK, on vient à moi pour les hormones parce que j'en avais jamais parlé. Je me suis dit, il y a quand même un trait commun des femmes de notre époque qui ont ce mode de vie et qui se rendent compte que c'est pas super et qui veulent prendre soin d'elles. Et elles tombaient enceintes comme des mouches. J'ai notamment une en tête où franchement il y avait rien à caler dans son rythme de vie. Enfin, je l'ai accompagnée pour qu'elle change mais plein de trucs. Et boum, en 2 mois elle était enceinte alors que ça faisait 1 an et demi qu'elle essayait. Alors je vais pas te dire que c'est moi, mais il y a quand même le corps, il est réceptif à certaines choses. Moi, je suis également tombée enceinte. Alors je peux pas te dire que je suis tombée enceinte le mois où j'ai rien fait, où c'était hyper chill. Je suis tombée enceinte le mois où j'enseignais le plus de fertility yoga de ma vie. C'était au lancement du fertility yoga. Alors, il faut pas faire 20 heures de fertility yoga pour tomber enceinte. Hein, mais... Il faut être là tous les jours. tu vois. Donc, moi, c'était un moment où on avait beaucoup de presse qui sortait, donc je voyais beaucoup de journalistes. Les journalistes, elles ont pas toujours le temps de se déplacer, donc c'est souvent toi qui vas à elles. Donc, entre le déplacement dans les rédacs, les influenceuses que je voyais, j'enseignais beaucoup. Donc, il veut dire que la différence entre moi, assise derrière un ordinateur, avec mon bassin qui bougeait pas, versus moi qui fais du fertility yoga du matin au soir, bon, c'est pas la même chose. Maintenant, je ne faut pas culpabiliser les femmes, hein, si leur job, c'est 8 heures derrière un ordi, c'est comme ça, et c'est pas parce qu'elles bougent pas, enfin, encore une fois, c'est pas ça la source d'infertilité.
Mais moi, je suis tombée enceinte le mois où j'en ai le plus enseigné de ma vie. C'est incroyable, donc ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la fac d'Harvard. Hein. Comme ça, tu vois, je me dédouane. Et alors aujourd'hui, comment tu es organisée? Donc tu as ton studio, donc au 9 rue Chaptal dans le 9e à Paris. Tu as aussi le studio en ligne qui vient de sortir, donc on peut suivre tes cours aussi en ligne. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous présenter ton organisation actuelle? Est-ce que tu travailles avec une équipe? Comment tu fonctionnes? Alors, l'écosystème de Charlotte Muller Méthode. Alors, on a un cours signature qui reste le Fertility Yoga, qui a sa plateforme dédiée et qui est vraiment sur un sujet fertilité. Fertilité, tu veux tomber enceinte, Fertility Yoga TV, c'est fertilité, yoga, enfin fertility en anglais, yoga.tv. Ça, c'est simple, c'est vraiment un produit. On a le studio où effectivement il y a fitness, yoga, wellness. Il y a 3 offres qui sont pour le féminin. Donc il n'y a pas d'hommes ici. Je me suis construit un peu mon studio de mes rêves. Il n'y a pas de mecs. On est dans un environnement hyper agréable. Tu vois, on est sous les toits. Il y a 6 mètres de hauteur sous plafond. C'est un bâtiment historique où Van Gogh a peint pendant 1 an et demi. Tu vois, c'est la version la plus confort, la plus cosy pour ces trois activités. Donc le cours de fitness, cours de yoga et cabine de soins de massage. On a une nouveauté qui sort en janvier, qui est que les cours vont être dotés de matelas infrarouges. Donc, tu vas avoir ton tapis de cours et à côté, un matelas qui a la même dimension à peu près qu'un tapis de cours, que ton tapis que tu déroules chez toi pour faire tes cours. Voilà, la même chose. Mais sauf qui est plus rigide et qui a un matelas d'infrarouge onde longue parce que quand on aime lire et quand on aime faire de la veille, on ne s'arrête jamais. Et donc, moi, il y a 1 an, j'ai eu une énorme insomnie et donc j'ai lu toute la nuit sur la régénération cellulaire. Comment on fait pour aller mieux et l'impact des infrarouges à ondes longues. Alors toi, tu le sais parce que tu es vraiment dans ce milieu Claire-Vie, tu vois plein de choses passer sur les halogènes, les LED, la lumière rouge, dans le bien-être, tu vois, ça n'arrête pas. Là, c'est pas du tout rouge, c'est pas du tout l'uluberlu de l'espace. C'est tu viens t'allonger et en fait, il y a 2 technologies qui sont assez connues aux États-Unis. Tu vois, Miranda Kerr et Gwyneth Paltrow, elles l'utilisent tout le temps. C'est très très visible là-bas. Donc des infrarouges ondes longues, c'est pas du tout rouge. Tu t'allonges juste sur un matelas et tu sens que ça chauffe, mais c'est pas chaud comme une salle où tout chauffe dans la salle. C'est pas du tout rouge, il y a pas de néon, mais c'est très profond. Et c'est en fait à la différence des ondes courtes et qui sont ces lumières rouges que tu vois partout. Là, c'est très profond, donc ça va rentrer jusqu'à 12 cm sur ta peau. C'est loin, hein, 12 cm sous la peau. Et ça va améliorer la qualité de tes cellules. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc, je te fais encore ça, des centaines d'études résumées en 2 phrases. Donc ça améliore ta mitochondrie. Le rythme auquel tes cellules se régénèrent, parce qu'on sait tous que à partir de 30 ans, globalement, on a l'impression que le corps il ralentit. Que avant, on avait beau, tu vas sortir jusqu'à pas d'heure, boire, tout allait bien, on se remettait plus vite. Qu'il y a un moment où tout ça, c'est moins dynamique, moins tonique. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Et moi, 2 verres de vin rouge, je suis au bout de ma vie, quoi. J'ai l'impression que je me dis waouh, c'est quand même compliqué. Et donc régénérer les cellules, aider le corps, aider le métabolisme à retrouver son dynamisme et sa vitalité. Et donc tous nos cours ici vont passer en infrarouge, sauf les cours pour les femmes enceintes. Mais tous les cours, en fait, on va commencer sur le matelas infrarouge, faire nos exercices de respiration, aller mieux oxygéner le corps, ensuite passer sur le tapis de cours qui est adjacent, faire notre séance et revenir sur le matelas infrarouge. Et en fait, cette séance, cette en fait structuration de et préparation et récupération en infrarouge, donc ces infrarouges ondes longues, et en une autre technologie qui s'appelle le PEMF. PEMF, c'est encore un acronyme, ça veut dire Pulsed Electromagnetic Field. Ça fait un peu l'uluberlu, tu vois, j'aime bien ce mot, je trouve ça mignon, l'uluberlu. Mais ça veut rien dire d'autre que microfréquence, en fait. Et ça fait un petit peu vibrer ton corps, c'est pour ça qu'on met pas les femmes enceintes dessus, on leur fait pas de la vibration. Et ça, il y a plein d'études qui montrent que c'est génial pour régénérer le rythme de ton corps, et en fait, c'est la NASA qui l'a créé. Et tous les retours de missions orbitales, toi et moi non, mais les astronautes, eux vont là-dessus et ont des séances de PEMF qui redynamisent le corps. Parce qu'en fait, le propre de l'absence de gravité, c'est que ton corps, il est moins lourd, donc il fait moins d'efforts. Donc pour le revitaliser, le redynamiser, ils font du PEMF. Et donc moi, toujours dans mon obsession de sport santé, de prendre soin de la santé des femmes, on fait des cours où tu vas brûler 3 fois plus de graisse, tu vas avoir 2 fois moins de courbatures et ta mitochondrie, le rythme de régénération de tes cellules, est décuplé. Ah ouais, incroyable, j'en avais jamais entendu parler, donc ça donne envie d'essayer. C'est un peu mon job maintenant d'aller trouver toutes ces choses qui font que... Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, il y a des conseils qui sont très pratiques, très efficaces, sonnants, trébuchants. Genre, tu veux être où dans 4 ans et c'est quoi le rétroplanning pour y être?
Plutôt que de dire je veux faire ceci, cela, c'est ok, tu as une idée, tout le monde peut avoir des idées. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Et comment après tu le redécoupes? Toujours la même chose, hein, les petites boîtes, les petites cases. Comment tu le redécoupes pour que la tâche ait l'air d'être moins pharaonique et que ce soit quelque chose d'accessible. Donc c'est quoi ta roadmap? C'est quoi ton plan? C'est quoi tes exécutions? Donc ça c'est vraiment purement pratique pour se donner une impulsion. Alors, en revanche, plus inspirationnelle. Moi, je sais pas qui me l'a dit parce que c'est beaucoup des femmes, mais que globalement, il faut quand même que tu sois toujours à l'écoute et que faut toujours que tu t'écoutes toi, parce que si tu essayes de faire quelque chose que les autres font, mais que ça te correspond pas à toi, ça fonctionnera pas. Mais que tu sois vraiment à l'écoute de tes clientes, parce que c'est pas parce que toi tu penses que c'est une bonne idée que la réalité c'est que le marché va bien y répondre. Donc c'est un juste équilibre entre les deux. Et troisième conseil, tu vois, tout s'équilibre toujours dans la vie. Mon mec est un grand publicitaire et lui me dit très très souvent, je sais pas pourquoi ça l'obsède, peut-être parce que c'est un geek, et il me dit souvent, personne n'avait besoin de l'iPhone. Ouais, tu peux aussi créer le besoin, ouais. Donc c'est toujours un juste équilibre entre, tu vois, moi quand j'ai essayé de parler de l'infrarouge onde longue et du PEMF, je peux te dire qu'en interne, tu vois, j'ai pas répondu à ça, mes équipes, mais c'est des personnes assez seniors parce que j'aime leur compréhension de l'écosystème. Tout le monde m'a dit, écoute, personne n'en a jamais entendu parler, c'est hyper compliqué d'évangéliser et enfin ça parle à personne. Et je leur ai dit ouais, mais en fait le fertility yoga, personne n'entendait parler. Le féminin, ça n'existait pas et c'est pas le MeToo qui a tout déclenché. C'est au fur et à mesure, en parler, en reparler, en reparler. Donc toi et moi, on s'est croisés à une soirée d'un média qui est très ouvert sur le féminin, mais il y en a un autre qui, historiquement, tu vois, en France, est pas du tout, et qui pourtant est sur le féminin, mais qui est de la beauté, et qui est pas du tout ouvert à ce sujet de, c'est une caricature, hein, mais les règles douloureuses, les hormones, et peut-être que j'ai 2 interviews par an qui viennent de ce média-là, mais je pense que si j'étais pas connue pour être méga rigoureuse et pas, tu vois, pas une caricature de la yogi, les tentes rouges, je vais te régler ton problème hormonal en t'emmenant dans la forêt. La potion. Je pense que ça ne leur parlerait pas. Et donc, c'est toujours un juste équilibre de, en fait, oui, le besoin n'existait pas, mais est-ce que c'est toi qu'on a besoin ou est-ce que la réalité de ton marché, c'est que le besoin, tu peux vraiment le créer ou tu peux pas le créer. Et voilà, c'est un équilibre de ces 3 choses. T'as beau avoir une vision, il faut vraiment que tu la redécoupes en morceaux. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? J'ai un pote qui voulait faire une start-up sur les vélos et il disait on a tous des vélos électriques. Regarde, il va y avoir du besoin pour entretenir le vélo. Mais en fait, c'est très compliqué et ça va devenir fou à Paris les vélos. Mais c'est très compliqué de bien gérer la chaîne parce qu'en fait très souvent quand tu achètes un vélo, le mien c'est un Décathlon, et ben on essaye de te vendre l'entretien via chez Décathlon et dire en fait c'est pas parce que potentiellement tu as une énorme taille de marché, tout le monde a des vélos, que en fait tu peux vraiment adresser le besoin ou tu peux créer un besoin qui soit viens chez moi. Parfois, il faut vraiment que tu sois challengé. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est ne jamais avoir peur d'aller se challenger, de demander aux autres ce qu'ils en pensent et leur expliquer. Expliquer. Ne pas t'offusquer quand les gens comprennent pas. Au contraire, c'est qu'il y a d'autres choses encore à expliquer. Je pense qu'après, il y a une grosse question de timing aussi, où faut être suffisamment en avance pour justement créer le besoin au bon moment, mais en même temps pas trop pour que les personnes puissent être réceptives et comprendre. Donc je pense c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de bien jauger le timing. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Le fait d'avoir commencé par le fertility yoga, par exemple, la fécondation in vitro, ça date pas d'aujourd'hui, ça a 45 ans. Donc, le besoin d'accompagnement dans le moment le plus dur, qui est la fertilité et l'infertilité, il existait déjà. Et il y avait 0 offre. Donc, j'ai été ravie d'être cette personne qui a créé le fertility yoga en France. Maintenant, est-ce que quand j'ai lancé le fertility yoga, tu pouvais expliquer aux femmes qu'elles allaient pas faire le même sport avec la même intensité avant leurs règles? Mais je pense que je me serais fait jeter des cailloux, tu vois. Je me fais toujours jeter des cailloux. Les mêmes filles qui sont toujours en cab anglo-saxon, ce week-end me disaient, je me suis installée sur mon vélo, je ne dirais pas lequel, d'indoor cycling, le premier jour de mes règles, et je me suis dit, je me déteste de faire ça. Donc la fille me dit ça, et moi je la regarde, tu vois, j'ai rien à dire parce que tu vois, je vais lui dire, bah oui, prends soin de toi, enfin non, c'était pas une bonne idée, enfin, et tu vois, elle me dit, et je sais que c'est pas bon pour mon corps, et je sais que je vais me faire violence, je sais que je vais détester toute la séance, à la fin, la seule chose, c'est que je serai fière de moi. Et je me dis, waouh, c'est quand même une énorme construction intellectuelle de ce qu'est la fierté pour quelque chose qui t'a fondamentalement pas fait plaisir et qui a pas fait plaisir à ton corps. Donc, voilà, essayer de comprendre les gens autour de soi, quels sont leurs vrais besoins et comment et à quel moment tu peux y répondre.
C'est hyper important. Un grand merci Charlotte, donc je mettrai tes réseaux sociaux, ton site internet pour que les auditrices puissent aller prendre des cours avec toi. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci Claire-Vie, merci de ton invitation. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.